comment tu vois a posteriori ton parcours et comment tu pourrais te dire que le parcours idéal, s'il n'y a jamais de parcours idéal, ça dépend des personnes, d'un RH pourrait être. Je crois que c'est ça la richesse du métier, c'est qu'il n'y a pas de parcours idéal, ça c'est clair. Le recrutement, comme je l'ai dit, ça a quand même un intérêt indéniable, c'est que ça nous apprend, je pense, toutes les skills nécessaires pour les autres facettes du métier. Même la partie REM, tu vois, qui est très technique. Quand tu as fait la négociation de salaire avec des candidats, en plus, tu as plein de données dans ta tête aussi sur quel est l'état du marché. Ça t'apprend énormément de choses. Ça t'apprend aussi une rigueur. Je pense en recrutement, on a besoin de garder un rythme. On a besoin de pas drop the ball, quoi, vraiment. Et ça, je pense que dans les autres métiers, on l'est un petit peu moins. Donc, je pense que c'est vraiment un super point d'entrée. Je parle souvent de mon ami qui, lui, a commencé en relations sociales. On a le même diplôme concrètement, mais lui, il a fait sa carrière en relations sociales et ensuite, il a switché vers du recrutement. Donc, comme quoi, ça mène à tout. Et en fait, je trouvais que c'était très inspirant aussi, cette partie relations sociales, où en fait, il faisait de la négo avec des syndicats, il a négocié des accords au niveau d'un groupe et tout. Et c'est des compétences, en fait, qu'il a utilisées derrière. Et maintenant, comme moi, il est aussi à son compte. Et il s'en sert tous les jours de ce qu'il a appris dans son début de carrière. Donc, pas négliger les aspects, vraiment les métiers très opérationnels des RH. Ce que j'entends tout le temps, moi, de la part des jeunes, c'est le recrutement, ça me dérange pas. Alors ça, je peux te dire que quand j'entends ça me dérange pas, bon, ok, on s'est pas compris, donc t'as pas compris que c'était bien le recrutement, en fait. Le barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va pas prendre un sujet d'actualité ou autre en particulier. Aujourd'hui, on va parler avec une personne de la vie d'une DRH, d'un DRH en l'occurrence d'une DRH, et de comprendre un petit peu certains éléments de formation, certains éléments du parcours, du quotidien d'une DRH pour pouvoir parler de sujets à l'intérieur de cette vie, en l'occurrence, et à l'intérieur de cette explication, à l'intérieur de cette exploration. Et pour explorer cette vie d'une DRH, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jessica Jeziri. Salut Jessica, comment ça va ? Salut Nicolas, merci déjà de bien prononcer mon nom de famille. Là, ça fait plaisir. Ça se prononce comme ça ? Ça se prononce comme ça. Pourquoi donc, les gens disent comment normalement ? Jerizy, ça va jusqu'à Désiré, j'ai tout eu. Ok, donc tu vois, on n'avait pas répété. Pourtant c'est bien passé. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour ce podcast qui va être un petit peu introspectif. On va parler de ta vie, on va voir un petit peu ta formation, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît, ainsi de suite. L'objectif pour nous, je pense, sur ce sujet du jour, c'est un petit peu de découvrir l'envers du décor et que tu nous expliques un petit peu tout ce que certains auditeurs et auditrices pourraient vivre au quotidien et qu'on aille un petit peu pêcher tout ça, qu'on aille un petit peu explorer tout ça. C'est la première fois qu'on fait ce format, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être ultra intéressant. Merci en tout cas pour l'invitation. Trop cool. On va commencer tout de suite. Déjà, si tu peux te présenter en 2 secondes, parce que ça va être tout le sujet, et après on va partir, mais que tu puisses te présenter, que les gens puissent savoir qui tu es et comment dire, et ce que tu fais aujourd'hui. Alors effectivement, quand tu interviews des gens un peu âgés, n'est-ce pas, la présentation en 2 secondes, c'est dur. Donc je suis Jessica Jeziri, j'ai 42 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et aujourd'hui je dirige l'activité de conseil et de recrutement RH chez Blue Maze. Et j'ai un parcours assez large sur la fonction RH, du recrutement jusqu'à la fonction la fonction de direction en fait. Trop cool. Donc on va aller jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, mais on va parler du début. Ça T'es marche. Prête ? Ouais. Alors, déjà, la première question, c'est quoi ta formation ? Alors, ma formation, on me l'a beaucoup reproché tout au début de ma carrière. Pendant quasiment 5 ans, on m'a dit à chaque fois « Pourquoi vous avez fait ça ?» J'ai fait du droit du travail. C'est pas incroyable du tout. Non, mais il y a énormément de RH qui font aujourd'hui du droit ou de personnes qui parlent des RH qui sont issus du droit. Bien c'est fou, entendu, ça. C'est indispensable en fait. Moi j'avoue que j'ai un biais. Les personnes qui ont fait du droit du travail, en général, réussissent bien avec moi, c'est sûr. Je fais une petite dédicace à Margot, notamment la dernière personne qui a travaillé avec moi chez Handicap.
que j'ai pas recruté, mais voilà, qui avait ce parcours-là. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'on s'entend bien. On a des atomes crochus entre juristes, j'avoue. On a tous des biais, mais celui-ci, il est effectivement assez fort. J'ai fait du droit parce que je voulais être avocate. C'était mon but depuis que j'avais 7 ans. Je regardais des legal dramas comme cas de divorce et tribunal. Et j'étais fan et j'ai demandé si c'était un bon métier d'être avocat, est-ce que ça gagnait suffisamment d'argent, et on m'a dit oui, c'est bien, fait ça. Et donc j'ai jamais dévié, donc je suis allée en fac de droit. Au début, je voulais faire du pénal comme tout le monde. Et après, j'ai trouvé que le droit du travail, c'était plus intéressant. Donc j'ai fait ça avec une spécialisation droit du travail appliqué aux relations internationales, donc plutôt les sujets d'expatriation, etc. Et en revanche, j'ai commencé en recrutement. Donc effectivement, j'ai vite switché. Et je considère que ça m'a été super utile, y compris en tant que recruteuse, d'avoir fait du droit du travail, notamment pour les sujets de recrutement de personnes hors France, parce que du coup, il y a eu énormément de lois qui sont passées autour de ça, autour de 2008, 2009, etc. Donc, c'est des sujets assez complexes d'un point de vue juridique. Et donc, mon expertise n'était pas tellement sur être la meilleure recruteuse, mais plutôt comment on fait pour onboarder les personnes, notamment qui ont des sujets de visa, d'impatriation, etc. 7 ans? À À 7 ans, ouais. À 7 ans, tu t'es dit, je vais devenir avocate, quoi. Alors, non, mais c'est un peu, c'est-à-dire que t'as été perturbé, il y a eu quelque chose, il y a un problème. Alors comment oui, alors, passé tu vas le regretter quand je vais te répondre. Tu vas regretter cette question. Mon père adoptif, il dit que j'étais pas un enfant, j'ai pas eu d'enfance en fait, que j'étais pas un enfant normal. Moi, j'ai perdu ma mère à 7 ans. J'étais en famille d'accueil depuis mes 4 ans. Et voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je viens d'un milieu plutôt défavorisé, on peut le dire comme ça. Donc j'étais en famille d'accueil et en fait, je sais pas pourquoi, la question s'était posée de tiens, c'est quoi la carrière que tu veux avoir? Et j'avais dit à la mère de ma famille d'accueil, je veux être secrétaire. Et elle m'a dit non, ça gagne pas assez d'argent. Et c'est elle qui m'a poussée en fait. C'est vraiment elle qui m'a donné aussi la valeur du travail. Je me dis non, il faut que tu trouves un truc. Elle avait capté que j'allais galérer, que j'avais que moi sur qui je pouvais compter. Donc, elle a essayé de me donner ça elle-même, qui n'avait jamais travaillé autre qu'à la maison et être famille d'accueil. Elle avait vraiment envie de me pousser. Donc, je ne pourrais que la remercier, cette brave dame voilà, que je vois toujours, qui fait partie de ma famille étendue. Et c'est vrai que je regardais 4 divorces, en fait. Voilà, tout simplement, à la télé, il y avait ces trucs-là, je ne sais pas si tu te souviens, voilà, ces séries incroyables, surjouées, etc. Mais ça me parlait énormément. Et c'est là où j'ai demandé, est-ce que c'est mieux que secrétaire, du coup alors c'est pas mieux d'un point de vue valeur, mais à l'époque, en tout cas, je lui ai demandé est-ce que ça gagne plus d'argent. Elle m'a dit ouais, ça c'est super. Et à partir de là, j'ai pas dévié. Et puis, comme j'étais du coup placée, que j'ai perdu ma mère, qu'ensuite il y a eu tout un tas de procédures juridiques autour de moi alors, j'ai pas été adoptée, mais en tout cas, j'ai été ensuite confiée à mon oncle et ma tante. J'ai été plongée là-dedans, en fait. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, contrairement à beaucoup de mes camarades, j'ai pas voulu être juge des enfants. Ça me terrifiait, en fait, de gérer ce genre de sujet. En revanche, la passion du droit, la passion de la justice, de l'éthique, ça, c'est un truc qui m'a animée depuis toujours, en fait. C'est dingue d'avoir une passion depuis si petit que ça. Enfin, je trouve ça absolument dingue. Et en même temps, c'est cool parce que ça t'a donné un but, ça t'a donné un objectif, ça t'a donné une voie à suivre qui est aussi manquante chez beaucoup de personnes. Et là, toi, tu l'avais, quoi. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça. C'était une envie de sortir d'un. Alors, bien sûr, à 7 ans, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était une envie de sortir d'un avenir qui n'était pas très radieux pour moi. Voilà, ma mère, elle est décédée à 23 ans. Elle n'a rien fait de sa vie d'un point de vue carrière. Autour de moi, tout le monde a beaucoup, beaucoup galéré. Beaucoup de parcours comme ça, très brisés. Donc, ouais, une envie de m'en sortir, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vrai que j'aurais pu choisir autre chose. Je pense que j'ai choisi une voie qui me convenait bien, quand même un peu littéraire. Donc, ça, c'était une autre passion que j'avais. Et donc, voilà, j'allais pas spécialement... J'étais pas destinée à aller en école d'ingé. Et autour de moi, j'avais pas ce rôle modèle non plus. Donc, ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. On en parlera peut-être, mais... ouais, le droit, finalement, c'était un truc accessible, qui avait l'air accessible. Et puis, qu'il était, parce que ça... revient d'aller à la fac, ça coûte rien. Quand on est orphelin, on a une bourse échelon 5 et voilà, on peut le faire, alors que faire une prépa, etc., tout ça, c'est des trucs que j'aurais pas pu faire. Et donc, du coup, après ça, qu'est-ce qui te mène au RH? Qu'est-ce qui te mène au recrutement? Alors, un gros échec. À la fac, j'ai redoublé 2 fois. Première fois, j'ai complètement pas compris ce qu'il fallait faire à la fac de droit. En fait, j'étais pas une assez grosse bosseuse. J'avais beaucoup de facilité pendant toute ma vie, en fait. Et subitement, à la fac de droit, faut taffer, en fait. Et ça, je savais pas faire. Donc, je me suis plantée une première fois. Et une deuxième fois où j'avais bien taffé, mais
ça marchait pas en fait. Et mon copain de l'époque m'a vu vraiment sombrer, être au bout de ma vie. J'avais un job d'étudiant que j'ai pris full-time. Je faisais des enquêtes téléphoniques pour la Sofres à l'ancienne. Donc j'ai fait ça full-time et en fait il était trop inquiet pour moi que j'allais dévier de mon projet, quoi. Et c'est lui qui m'a trouvé en fait au sein de l'université Lyon 2. Il y avait une formation spécifique droit du travail, plus professionnalisante, où il y avait un stage en bac+4, ce qui n'existait pas à l'époque. Je ne sais pas si ça existe maintenant. Et donc je suis allée là-dedans. C'était un tout petit peu compétitif parce qu'il fallait rentrer, il y avait une sorte de mini prépa, etc. Et en fait, ça m'a donné la voie. Donc, avec cette formation-là, j'aurais quand même pu retourner faire tout le process pour aller jusqu'à l'école d'avocat. Mais avec cet échec, je me suis dit, il y avait des matières dans lesquelles j'ai échoué, où ce sont des matières qui sont essentielles pour le concours du barreau. Et donc, ce qui m'a animée quand même si j'étais une très bonne élève, c'était quand même d'aller sur des trucs qui étaient faciles pour moi et où j'avais pas trop besoin de me forcer. Donc j'ai fait beaucoup de langues, par exemple, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très, très à l'aise. Et donc j'avais pas trop envie de me galérer. Et donc les ressources humaines m'a semblé être une voie accessible où je pouvais en fait aussi bien faire du conseil, travailler quand même les sujets juridiques. Et puis, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des avocats. Je les vois travailler. Je ne les envie absolument pas. C'est un métier super dur. Je pense que j'étais vraiment pas faite pour ça. Donc, j'ai aucun regret. Et du coup, tu as fait quoi comme formation pour pouvoir partir dans les RH Du coup, le Master 2 en droit et relations sociales. Alors, c'est un très long titre. C'est droit et relations sociales appliquées aux relations de travail internationales. Donc, c'était ta suite, droit, ensuite droit et relations sociales. Et après, directement, tu es rentré... Du coup, mon Master 2, donc, qui était vraiment sur du droit du travail avec toutes les notions d'international dont je te parlais. Il y avait des cours de RH, des cours d'économie, un peu de sociologie des organisations aussi, super intéressant. Mais en fait, ce qui est vraiment fondamental en fait, dans tes études, c'est aussi les stages que tu fais. Et j'ai fait un stage de bac+4 en agent d'intérim chez Adia, ça s'appelle, je crois que ça n'existe plus, une filiale d'Adecco. Et ensuite, à la Société Générale, sur un job généraliste RH avec une grosse composante recrutement. Et donc, ça m'a mise sur cette voie-là. Et j'ai pris mon premier job chez Accenture pour faire du recrutement de jeunes ingénieurs en informatique, où tout le monde s'est moqué de moi autour de moi en disant « Mais tu n'y connais rien en informatique, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ?» Et finalement, j'en suis jamais sortie. Donc, ça a été vraiment une décision prise sur un coup de tête. J'étais à Lyon, j'ai dû venir à Paris pour ça. C'était en intérim, même à l'époque, avec Michael Page. Et en fait, pas de regret, puisque ça a super bien fonctionné. Qu'est-ce qui a fait dans ton premier job que tu puisses prendre justement toutes ces compétences pour pouvoir faire le job voulu, alors que, comme tu dis, tu venais pas de ce monde-là, même si tu avais ta formation de base qui était présente. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu évoluer correctement ? Accenture, c'est vraiment une super école. On est super encadré. C'était des grosses équipes de recrutement. On avait beaucoup d'outils. Mine de rien, je parle de ça, c'était 2007, mais on était très structuré quand même sur la façon de recruter. On faisait c'était des sessions. En fait, déjà, on avait beaucoup d'inbound. Les CV, ils arrivaient tout seuls chez Accenture quand même. Et notre rôle, c'était vraiment d'évaluer avant tout. Beaucoup de relations écoles aussi. Donc, j'ai beaucoup appris sur le tas, mais avec plein de gens. On était tous hyper encadrés, pris par la main. C'était, je pense, certes, c'était une société de conseil en informatique, donc avec tous les travers que ça peut avoir, mais c'était une excellente école et également une excellente carte de visite. Donc ça aussi, ça a été un très bon choix pour moi, parce que même 15 ans après, on m'en parle encore, en fait, d'être passé par cette boîte-là. On va faire une première petite parenthèse. On a vu tout ton parcours qui t'a amené à tes premiers jobs. Donc, une envie dès le départ de vouloir faire du droit. Ensuite, ce côté droit qui te convient pas. Derrière, cette révélation pour les RH. Si jamais tu devais prendre ce parcours qui t'a formé et les personnes que tu as pu croiser en RH et les formations que tu connais en RH, qu'est-ce que tu pourrais faire comme constat et comme reproche ou autre, comme constat, sur la formation des RH aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qui leur manque? Et qu'est-ce que pour toi, il serait à changer, en fait? Franchement, ce qui me manque, c'est les connaissances juridiques. Indispensable. Il y a quelques années, j'ai eu une alternante qui était dans une école RH. Elle m'a expliqué que l'examen, c'était un cas pratique où ils n'avaient pas à leur disposition le code du travail. Ils étaient censés avoir appris les articles par cœur. Ce n'est pas la réalité, ça n'a aucun sens en fait. Donc, ce qu'on apprend en fac de droit, je ne dis pas que c'est la meilleure formation, parce que je pense que les écoles de commerce sont très très bien aussi, mais ce qu'on apprend en fac de droit, c'est on apprend à chercher.
Et on apprend à comprendre les règles, les appliquer à nos cas d'usage et à en déduire quelque chose. C'est vraiment un raisonnement en fait qu'on apprend. Et je trouve qu'il manque en école RH. Donc en école généraliste RH, on voit plein de choses. C'est très large. Peut-être qu'on survole un peu. Ce qui fait que heureusement que ces formations sont en alternance et que du coup nous les formons nous après en entreprise, parce que je trouve que c'est ça la grosse force. Pour moi, c'est l'alternance. J'avoue que je trouve que c'est une entrée en matière qui est vraiment incomparable par rapport aux autres formations. Donc, à garder, c'est clairement l'alternance et à approfondir, c'est les connaissances juridiques. Est-ce que tu n'as pas l'impression, justement, au final, que... Alors, ça va peut-être pas plaire à certaines écoles, enfin, je ne vais pas dire toutes, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, en fait, que ces formations, elles sont finalement galvaudées? C'est-à-dire qu'en gros, comme tu le dis, ils apprennent tout en entreprise et prennent pratiquement rien à l'école, in fine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros problème sur le sujet et qu'il ne faudrait pas, peut-être, je ne sais pas, là, tu vois, je réfléchis en te parlant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être arrêter, en fait, ces formations RH et plutôt se dire, on va prendre des RH qu'on va former en entreprise qui viennent d'autres univers, de l'univers du droit, d'autres univers, enfin, qui forment différents, un système différent. Tu parles de raisonnement, moi, dans ma vie ancestrale, j'ai fait de l'histoire. On nous apprend à raisonner, et donc c'est exactement la même chose que le droit. Ça t'aide pour énormément de choses. Alors, je dis pas qu'il faudrait prendre des RH qui viennent de l'histoire, mais est-ce qu'il faudrait pas revoir ce modèle-là, finalement ? Ouais, revoir le contenu, clairement. Aller sur des contenus très pragmatiques, des intervenants professionnels. Alors, je crois que de plus en plus de formations, maintenant, j'ai des amis qui enseignent, notamment à l'IGS, etc. Donc, je vois bien qu'il y a cette envie-là. Mais les professeurs ont besoin de se dépoussiérer un peu. Alors, je reste convaincue que la formation initiale, c'est important et justement, le socle de ce que tu amasses comme connaissances. Alors, effectivement, aller sur des choses pluridisciplinaires comme la socio, c'est génial. L'économie, j'étais très mauvaise, mais c'était intéressant. L'ergonomie aussi, j'en ai fait un petit peu. Voilà, c'est toutes ces matières-là qui sont quand même super intéressantes. De ne pas être dans des choses trop dogmatiques parce que ce qu'on peut apprendre en cours va être très, très différent de ce qui va se passer en entreprise aussi. Moi, ce que je recommanderais, un truc qui m'a manqué quand j'ai recruté des alternants, les écoles sont aussi très, très focus grand groupe. Elles ne se rendent pas compte qu'il y a plein de jobs RH ailleurs, notamment en PME, notamment en start-up. Et que du coup, les formations, elles doivent refléter ça aussi, la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'on va faire quand on est RH en start-up où en fait, on a un job clairement qui a 50% du recrutement, par exemple. Moi, tous les jeunes que je rencontrais me disaient « Ouais, le recrutement, j'ai pas envie d'en faire. » C'était pas assez vendeur, en fait. Et c'était pas poussé non plus par leurs écoles. Donc, c'est ça que je reproche un petit peu. Du coup, un cursus qui est peut-être pas assez pluridisciplinaire, qui n'ouvre pas les esprits, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait des études supérieures, je trouve, c'est s'ouvrir l'esprit. Et puis, un peu réaliste par rapport à l'état du marché du travail aussi, parce que des personnes qui font une alternance de 2 ans sur la chefferie de projet RH, c'est cool, mais en fait, ça correspond à combien de jobs derrière de juniors? Alors que des jobs de chargé de recrutement, il y en a plein, des jobs sur de la formation, sur du juridique. Je conseille souvent aux jeunes diplômés, pour moi, il y a 2 voies royales pour rentrer dans le métier des RH, c'est sur du recrutement ou c'est les relations sociales. Donc vraiment d'aller sur de la négo, d'aller sur des choses très stratégiques. Et c'est pas en faisant de la chefferie de projet, je trouve qu'on touche à ces choses-là, parce qu'en fait, on n'est pas proche du centre des décisions, alors qu'en relations sociales et en recrutement, on l'est. Et puis je ferai une extrapolation, ils ne sont pas du tout formés au recrutement, clairement. Et pas du tout, mais c'est un vrai sujet, ça aussi. Que moi, je fais encore, je donne 3 jours à une école par an, parce que ça me fait plaisir d'aller voir les étudiants et tout, c'est cool. Ils ne connaissent pas les job boards, ils ne connaissent pas les CVTech, et alors la marque employeur, autant te dire qu'ils ne connaissent rien du tout. Enfin, je trouve ça ahurissant, quoi. Et on parle de M1 ou de M2, quoi. Ouais. Donc, des personnes qui sont censées rentrer sur le marché du travail demain. Donc, bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire sur le sujet, quoi. Ouais. Du coup, on va continuer, et je vais te poser la question. Donc, de ce premier job chez Accenture jusqu'à Blue Maze aujourd'hui, c'est quoi ton parcours ? Alors, je fais pas mal de choses. On a du temps, tu peux y aller. Ouais, ok, d'accord. Non, en fait, moi, il y a aussi un truc que j'ai accepté de faire. Peut-être tout le monde n'accepte pas de le faire, c'est que j'ai pris des CDD, en fait. Je cherchais pas le CDI à tout prix. J'avais pas trop de contraintes. J'avais un appart à Paris, etc. Donc, que je louais moi-même, hein, bien sûr, tu as bien compris, c'était pas un appart familial, mais en tout cas, voilà, j'étais logée, j'étais tranquille. Et donc, j'ai pris des jobs qui m'intéressaient. Donc, je suis allée chez Orange sur un remplacement de congé mat. J'étais chez Orange Business Services au moment des suicides en 2009. Donc, j'ai vécu ce truc-là de l'intérieur. C'était vraiment très, très étrange. C'est officiellement la dernière grosse boîte que j'ai faite, d'ailleurs. Voilà, ils m'ont vaccinée.
Et en même temps, j'en parle encore parce que c'est une expérience où j'ai rencontré des gens avec des parcours de carrière incroyables. Là-bas, on ne parle pas de reconversion parce qu'en fait, tout le monde fait plein de choses dans une même carrière. Il y a ce côté encore très entreprise publique, même si ça l'est plus depuis très longtemps. Il y a encore des fonctionnaires. Enfin, à mon époque, il y avait encore des fonctionnaires de France Télécom. Et donc, moi, je faisais du recrutement interne et de la mobilité, parce qu'il n'y avait pas de budget pour recruter en externe, c'est un autre sujet. Et en fait, c'était hyper intéressant de rencontrer ces gens qui faisaient de la com, puis du contrôle de gestion, puis qui allaient faire du project management, etc. Et personne ne voyait ça comme des reconversions. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi là-dessus. Et donc, c'est des termes que j'aime pas du tout aujourd'hui, la reconversion, le côté profil atypique. C'est des termes que j'aime pas trop parce que finalement, aujourd'hui, je suis convaincue que les carrières ne sont absolument pas linéaires. Et cette boîte-là m'a montré que, notamment dans ces grands groupes-là, en tout cas, on donnait beaucoup sa chance et on avait beaucoup de parcours pour pousser les gens à aller faire plein de choses différentes. Donc, c'était quand même une bonne expérience overall. Ce que ça m'a appris aussi, parce que j'étais là au moment de ces drames, c'est que c'est une entreprise qui n'avait pas du tout misé sur les RH, voire qui avait coupé un certain nombre de postes stratégiques de RH. Il y avait des sites de R&D entiers de plus d'un millier de personnes qui n'avaient pas de RH de proximité. Ils avaient fait un choix de donner le rôle RH aux managers de proximité. Ce qui est un choix intéressant, mais en fait, les managers n'avaient eux-mêmes pas de ressources, pas de points de contact. Et alors, l'exemple que je donne souvent, désolé pour ceux qui ont déjà entendu, mais en fait, ils avaient un 0800 pour appeler les RH. Voilà. Et donc, et c'était pareil pour le service IT. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu à l'entrée qu'il y avait la permanence IT dans votre hall, donc j'ai trouvé ça cool. Il n'y avait pas ça, en fait. Donc, ton ordi ne marchait plus, il fallait que tu appelles un 0800. Tu avais un problème avec un sujet RH quelconque, il fallait que tu appelles un 0800. Et après, il y avait des rôles qu'ils appelaient HRBP, mais ils n'avaient pas le temps. Ils manageaient des populations de centaines de personnes et ils avaient zéro temps pour voir qui que ce soit. Donc, c'était quand même très, très administratif. C'est un job qui ne m'a pas trop fait rêver, j'avoue. En revanche, le fait de dire, OK, manager, vous avez un rôle de RH de proximité, il y avait quand même quelque chose à garder qui était... les managers peuvent apprendre des choses, sont les premiers points de contact, donc c'est quand même intéressant de les alimenter. Le seul souci, c'est qu'ils n'avaient pas les armes ni les outils. Mais dans l'idée, moi, c'est ce que j'ai pas mal développé après, c'est le côté décentralisé du manager, où il a vraiment ce rôle de RH. J'ai jamais fait d'équipe RH très, très développée, parce qu'en fait, on mettait plutôt l'accent sur les managers. On préférait avoir beaucoup de managers qui avaient ce rôle très people, en fait. Mais ce qui est en soi normal, mais encore une fois, comme tu dis, à condition d'avoir les ressources, à condition d'avoir les compétences et compagnie. On vient juste de dire que les RH n'étaient pas suffisamment bien formés, et on va filer le job RH à des managers qui sont absolument pas formés du tout. Ouais. Donc il faut vraiment les suivre. Et qui n'ont pas de relais, parce que vraiment, c'était vraiment cette absence de personnes. Hein. On parle ces postes ont été juste supprimés, n'ont jamais été remplacés. Et quand il y a eu tous les suicides, pour info, il y a eu une condamnation en 2019, je crois, des dirigeants de l'époque, sur des situations en fait qui ont contribué à ça. Enfin, ils ont vraiment été tenus pénalement responsables pour ça. L'action qui a été prise, c'était on va faire un speed recruiting pour recruter 100 RH. Mais 100 RH à l'état de la boîte, c'était pas suffisant déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'il y a eu de la communication de la presse et tout, mais en fait, ces postes-là n'étaient pas ouverts en externe. Donc, on a fait du speed recruiting. J'étais amenée à faire ça. Bon, c'était intéressant, encore une fois. Moi, j'avais 1 an et demi d'expérience. Je l'ai fait, c'était sympa. Mais en fait, c'était que de l'interne. Donc, on a vu des gens qui... Alors, certes, c'était sympa de faire plein de choses dans sa carrière chez Orange. Mais pour autant, dans une boîte où il y avait tous ces sujets-là extrêmement difficiles, là, il fallait des gens de métier. Il fallait des gens très forts. Et on a eu vraiment juste des gens qui pensaient que le job de RH, c'était de tenir la main des gens et puis d'écouter, et c'est tout. Enfin, c'était pas du tout ça ce qui était attendu et nécessaire, quoi. Donc, c'était un peu dommage, effectivement, de ne pas avoir mis les bons moyens en place. J'ose espérer que ça a changé. Je crois que ça a changé, en tout cas. Moi, en tout cas, ça m'a pas du tout donné envie de rester dans ces environnements-là. Et le job d'après, je suis allée dans une boîte d'ingénieurs. Alors, on était, je crois, 5000, mais à Paris, on était 200, je crois. Et d'ailleurs, je vois mes anciennes collègues ce soir, donc j'ai gardé contact, c'était en 2010, et c'est toujours des relations que j'ai gardées. C'est une boîte qui s'est fait racheter par Cisco désormais. Mais à l'époque, c'était une boîte standalone qui faisait du hardware. Et donc pareil, je suis restée dans l'ingénierie, petite boîte, job à 50% recrutement et 50% autres projets. Et puis ensuite, progressivement, je suis allée de plus en plus vers des jobs où j'avais de moins en moins de recrutement. Tu veux que je détaille ça ou c'est peut-être pas la peine ? Tu peux y aller, continue. Tu as fait Orange, tu as fait cette petite boîte. Donc cette boîte, elle s'appelait NDS. C'était une boîte
Ouais, c'était vraiment quasiment que des ingénieurs. C'était hyper intéressant parce que, en fait, ils avaient une entité entière qui était dédiée à la R&D pure. Il y avait 0 projet. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'était, d'ailleurs, c'est pas vraiment du hardware, c'était du middleware. C'est le logiciel qui fait marcher ta box Canal, notamment. Et donc, c'était hyper intéressant parce que c'est de la R&D autour de la télé, autour des usages autour de la télé. Bon, à l'époque, ça prenait encore beaucoup de place, je pense, dans les ménages, peut-être un peu moins maintenant, mais il y avait des projets vraiment sympas, des gens qui adoraient ce qu'ils faisaient. C'est un peu ça, en fait, je pense, le fil aussi conducteur de mes jobs. C'est un peu ce que j'ai découvert chez Accenture, parce que je sortais de la Société Générale. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon stage, je l'ai fait à la SOG. La banque, bon, les gens sont là parce qu'ils ont des très bons bénéfices, mais ils ne sont pas passionnés par la banque. Je trouve que dans la tech, les gens sont passionnés par ce qu'ils font, et quand ils aiment plus ce qu'ils font, ils s'en vont. Il y a ce truc-là, en fait, que j'ai reconnu dans toutes les boîtes où j'étais. Alors, parfois, on peut réussir à les retenir, mais parfois, juste le projet leur plaît plus, et c'est OK, et on se sépare. Et donc, ouais, dans toutes les boîtes que j'ai faites, il y avait vraiment ce côté passion, ce côté... et même moi, en fait, en tant que DRH, est-ce que je me sens... attiré par votre projet, est-ce que ce que vous vendez, ça m'intéresse, et est-ce que je pourrais être cliente potentiellement sur les jobs plutôt B2C. C'était un peu ce fil conducteur qui était important pour moi. Et au final, peut-être une volonté dans ce que tu dis, d'avoir des personnes que tu ne vas pas retenir, mais que tu vas accompagner. Tu vois, parce que c'est un petit peu la tendance ces derniers temps, c'est d'éviter de plus en plus de parler de rétention. Toi, il y a des mots qui ne te plaisent pas, tu vois, dont tu as parlé tout à l'heure. Ce mot de rétention, en fait, je pense qu'on commence à en avoir un petit peu assez parce qu'on commence à comprendre que la rétention n'est pas forcément une bonne chose. C'est quand même un mot et in fine, quand tu réfléchis, c'est assez négatif, la rétention. Je préfère fidélisation déjà. Ouais, c'est ça, fidélisation, engagement, tu vois, ces choses-là. Ouais. Donc, t'es plus aussi investi et tu as plus envie de faire ton job et de contribuer à faire ton job quand tu sais que les personnes sont là parce qu'elles ont envie, en fait, parce qu'elles aiment ce qu'elles font. Et comme tu dis, le jour où tu n'as plus envie, où ton projet ne te plaît plus et tout, c'est pas très grave, tu t'en vas, il n'y a pas de souci. Et notre modèle, il est fait comme ça. Ouais. Donc, on a des gens qui sont engagés, on a des gens qui viennent, et donc, du coup, on sait construire avec eux. Et le jour où ça ne vous va plus, au revoir, quoi. Ouais, mais c'est pas toujours facile à vendre comme ça. C'est vrai que ça demande beaucoup de recul, surtout quand tu es dirigeant, ça demande beaucoup de recul sur ta boîte. Et puis, il y a le coût du recrutement, on va pas se mentir aussi. Donc, en fait, il faut quand même se dire à partir de quand... c'est OK que les gens s'en aillent, en fait. Je pense à ma dernière entreprise où on avait des rôles où on savait que le rôle était ultra répétitif, des rôles de vendeur notamment. On avait acté que c'était OK s'il faisait qu'un an. Mais en fait, on avait aussi peu d'investissement, nous, pour les former, etc. C'est des personnes qui arrivaient avec le bon bagage, etc. Ils faisaient 1 an de sales développement et puis c'était OK de partir après parce que de toute façon, on n'avait pas forcément autre chose à leur proposer. Il y avait peut-être un rôle de team leader, mais qui allait correspondre à une seule personne et puis peut-être des rôles un peu en interne, mais c'était quand même assez limité. C'est vrai que quand tu recrutes... par exemple, je sais pas, ton CTO, si par an bout d'un an, c'est quand même un problème, parce que tu as quand même besoin de quelqu'un qui impulse une vision, etc. Donc, j'étais dans une boîte aussi où on avait, sur la tech, on avait un turnover tous les 1 an. Les gens restaient en moyenne 1 an, c'était pas assez. Enfin, c'était un vrai problème et ça disait plein de choses sur nous en termes de management, en termes d'attractivité. Donc, c'est important voilà, de se dire en termes de politique RH, qu'est-ce qui est OK pour nous par rapport à quel métier, voilà, d'avoir un peu ces chiffres en quelque sorte en tête. Mais je parle plutôt de fidélisation que de rétention, parce que la rétention, je vois ça effectivement d'un mauvais œil. On prend souvent les mauvaises décisions. Tiens, tu m'annonces que tu démissionnes parce que tu as trouvé quelque chose ailleurs où c'est mieux payé. Si je te fais un retention bonus, si je te dis, tiens, je vais m'aligner sur ton salaire, je suis pas du tout à l'abri que dans 6 mois, on n'ait pas cette conversation à nouveau. Bien sûr. Et c'est quasiment sûr que ça arrivera. Et c'est vrai que là, c'est intéressant aussi d'avoir en tête un peu cette cartographie de... qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que les personnes soient contentes en permanence aussi, qu'on a envie de les garder engagées. Je pensais à un exemple que m'avait donné Virgile de chez Figures, où il m'avait expliqué que avec tout le travail qu'il avait fait sur la rémunération, il s'était retrouvé à un moment dans une équipe où ils avaient anticipé leur demande de salaire. Les personnes n'avaient rien demandé, mais ils avaient regardé que par rapport au marché, il y avait quelques points en moins. Et donc, ils ont augmenté tout le monde. Ça a eu un effet incroyable. Parce que c'était une démarche géniale de la part de la boîte pour se dire, en fait, on vous augmente. C'était pas l'inflation, c'était pas des trucs personnels, et c'était toute l'équipe qui était une équipe centrale, mais une équipe qui allait pas forcément manifester son désintérêt, et peut-être une équipe dont on allait apprendre l'insatisfaction au moment où ils nous annonçaient leur démission.
Et donc j'avais trouvé que c'était assez... bon, c'était chez Criteo, donc il y avait cette hauteur aussi. Mais ça peut être une pratique qui peut être assez facile à avoir, de juste de se challenger en permanence. Pourquoi pas tous les 6 mois regarder les salaires, mettre ça en corrélation avec nos scores d'engagement et d'être sûr de ne pas avoir de hier sur la situation. Si on prend ton parcours, est-ce que tu penses que c'est... Alors, parce que tu as eu un parcours qui a été évolutif, comme tu dis, tu as commencé, tu as fait aussi pas mal de recrutement, ensuite tu as mixé, ensuite tu as avancé sur un job qui était de moins en moins en recrutement. Est-ce que tu referais la même chose et qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes RH ou même aux RH en général pour pouvoir arriver en fait à un niveau de maturité? Est-ce que tu conseillerais d'avoir ce système-là? Ou est-ce que pour toi, par exemple, ne jamais avoir fait de recrutement et tout de suite passer du côté RH et ensuite développer sur cette chefferie de projet, tu penses que ça aurait eu le même impact? Comment tu vois a posteriori ton parcours et comment tu pourrais te dire que le parcours idéal, s'il n'y a jamais de parcours idéal, ça dépend des personnes, d'un RH pourrait être? Je crois que c'est ça la richesse du métier, c'est qu'il n'y a pas de parcours idéal, ça c'est clair. Le recrutement, comme je l'ai dit, ça a quand même un intérêt indéniable, c'est que ça nous apprend, je pense, toutes les skills nécessaires pour les autres facettes du métier. Même la partie REM, tu vois, qui est très technique. Quand tu as fait la négociation de salaire avec des candidats, en plus, tu as plein de données dans ta tête aussi sur quel est l'état du marché. Ça t'apprend énormément de choses. Ça t'apprend aussi une rigueur. Je pense en recrutement, on a besoin de garder un rythme. On a besoin de pas drop the ball, quoi, vraiment. Et ça, je pense que dans les autres métiers, on l'est un petit peu moins. Donc, je pense que c'est vraiment un super point d'entrée. Je parle souvent de mon ami qui, lui, a commencé en relations sociales. On a le même diplôme concrètement, mais lui, il a fait sa carrière en relations sociales et ensuite, il a switché vers du recrutement. Donc, comme quoi, ça mène à tout. Et en fait, je trouvais que c'était très inspirant aussi, cette partie relations sociales, où en fait, il faisait de la négo avec des syndicats, il a négocié des accords au niveau d'un groupe et tout. Et c'est des compétences, en fait, qu'il a utilisées derrière. Et maintenant, comme moi, il est aussi à son compte. Et il s'en sert tous les jours de ce qu'il a appris dans son début de carrière. Donc, pas négliger les aspects, vraiment les métiers très opérationnels des RH. Ce que j'entends tout le temps, moi, de la part des jeunes, c'est le recrutement, ça me dérange pas. Alors ça, je peux te dire que quand j'entends ça me dérange pas, bon, ok, on s'est pas compris. Donc, t'as pas compris que c'était bien le recrutement, en fait. Donc, c'est un vrai sujet parce que j'écoutais un podcast ce matin avant de venir et c'était Sarah Huet de Female Agency qui disait, en fait, le recrutement, c'est le point d'entrée de tout. Alors, je ne sais plus comment elle tournait cette phrase, mais c'était vraiment... le recrutement, c'est ce qui va faire que tout va marcher derrière. Donc, c'est là où c'est ultra stratégique. Donc, à refaire, je referai toujours du recrutement, c'est clair. Et ce que je peux donner comme conseil aussi, c'est vraiment d'aller sur des projets passion. Peu importe si ce n'est pas le bon format, peu importe si c'est sur une mission de 18 mois. C'est génial d'aller sur des trucs qui vraiment nous animent. Versus peut-être être dans un projet un peu plus lent, où on est un numéro, où on n'a pas forcément beaucoup de poids. Un conseil qu'on m'a donné il y a très longtemps, c'était de rester le plus proche de là où se prennent les décisions. Et donc ça, indépendamment du métier, je pense que c'est un bon conseil. Au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'il faut absolument passer par une grande entreprise à un moment donné? Non. Parce que ça a été formateur quand même pour toi, tu disais Orange. Donc, est-ce qu'il faut... Alors, absolument peut-être pas, mais est-ce que justement ça te donne aussi une bonne vision de certaines choses, d'un certain aspect du business, du job, de la fonction, et peut-être par extrapolation un certain aspect de la société dans laquelle on vit aussi, parce que la société vit beaucoup à travers des yeux qui sont des yeux de grandes entreprises, et peut-être aussi que ça permet au RH, encore une fois, c'est une discussion, hein, mais peut-être que ça permet au RH en fait de comprendre de temps en temps certaines demandes des collaborateurs ou des candidats qui eux-mêmes, par extrapolation, ont cette vision. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es dans une entreprise qui est moyenne ou qui est petite, beaucoup de collaborateurs vont pouvoir en fait faire des réflexions au RH ou au chef d'entreprise par rapport à ce qu'ils pensent de la société par rapport justement à des grandes sociétés et ce qui se fait dans les médias ou dans la notion commune de la vision en fait qu'on a générale. Et donc du coup le fait de faire ces grandes entreprises, ça permet aussi de voir la réalité des choses chez elles et peut-être de remettre en perspective. Moi, ce que je retiens des grandes entreprises, c'est plutôt la structuration, les outils, le fait d'aller vraiment sur des projets de grande envergure, avec plus de moyens aussi. Ce que je vois dans les plus petites structures et que je trouve personnellement plus intéressant, mais c'est très personnel, mais c'est justement d'être
sur des projets plus entrepreneuriaux où on a un vrai impact. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai failli faire un stage de fin d'études chez L'Oréal. Peut-être ça aurait tout changé dans ma carrière, je ne sais pas. C'était mon rêve, cette boîte, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, tout ce que j'ai entendu par la suite, en fait, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas fait, en fait, parce que j'aurais peut-être pas touché au métier tech comme j'ai vu après. J'aurais peut-être pas pu approcher des décisionnaires comme j'ai pu le faire, même à la Société Générale, finalement, où j'étais en fait, dans une entité, en région, etc., où finalement, j'étais dans la direction. Et ce à quoi tu as difficilement accès quand tu es dans un grand groupe, en région parisienne, etc., en tout cas pas en tant que stagiaire. En start-up, en PME, tout ce qu'on fait est très visible. Et je trouve que le job des RH, en plus, on en parle souvent, les RH qui peuvent avoir une mauvaise réputation, on a l'impression qu'on n'écoute pas les gens, on n'est pas présent, etc. En fait, en start-up, c'est pas trop le cas, puisque on est sur l'open space avec tout le monde, on sait où nous trouver, on n'est pas dans notre tour d'ivoire, et on est très, désolé pour l'anglicisme, on est accountable, en fait. Les gens vont venir nous chercher, s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils vont nous le dire. Et c'est aussi ce que j'apprécie dans la tech, d'ailleurs, aussi. Donc, après, il y a peut-être des grands groupes tech où ça marche comme ça aussi, je ne sais pas. Mais c'est ces relations très directes et ces échanges très directs, en fait, qui me semblent plus intéressants que dans des environnements plus policés, où il y a plus de lutte de pouvoir, notamment, où le travail est quand même pas mal gêné par ça. Et ce que j'apprécie en plus petite boîte et qui me semble en tout cas plus excitant, c'est on est plutôt dans des domaines très créatifs, où on est, même dans notre métier RH, où on est poussé à faire des choses qui ont de l'impact pour tout le monde. Au risque de se tromper aussi, est-ce que le droit à l'erreur qu'on a en petite boîte, qu'on a peut-être moins en grand groupe, parce qu'on essaye d'enlever tous les risques, et donc à la fin on fait des choses peut-être un peu plus un peu moins risquées. Je vais te poser une autre question. Je crois que c'était pas prévu, mais c'est pas grave, je te pose la question quand même. Est-ce que tu penses que ta vie perso a influé sur ta manière de voir les choses dans ton job en tant que tel? Je me pose cette question-là parce que je me dis, au final, quand tu es jeune, que tu arrives sur le côté RH, pour moi, le RH, je ne sais plus à qui j'en avais parlé, je crois que c'était Florence Bernier à qui on en avait parlé, où on disait que le RH devait comprendre les différents moments de vie des personnes qui étaient dans une entreprise. Mais est-ce que c'est pas finalement difficile pour une personne qui vient d'arriver en fait sur le marché du travail de comprendre ces moments de vie? Et est-ce que tu n'as pas ressenti une évolution dans ta perception et dans ta manière d'appréhender les choses en fonction de l'évolution de ton âge, de l'évolution de son statut de maman et compagnie? Est-ce que tu as perçu justement ce changement? Est-ce que tu as perçu un changement d'ailleurs, ou est-ce que finalement il n'y en a pas eu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors après, je ne sais pas si vraiment on attend des RH... Tu peux me redire la phrase? On attend des RH qu'elles comprennent les moments de vie? Qu'elles comprennent les moments de vie, en fait, des personnes. Parce que, tu sais, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on parle de parentalité. Ouais. Mais il y a une différence entre mettre en place une charte de la parentalité parce que tu te dis, c'est bien, il faut la mettre, et comprendre ce que c'est que d'être parent. Alors, bien évidemment, tu vas pas c'est impossible de savoir ce que c'est que d'être parent quand on n'est pas parent. Mais on peut quand même essayer de se mettre dans la peau. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible quand tu es jeune, que tu arrives à faire? De la même manière que dans la vie, tu as certaines galères, tu as certains moments qui sont différents, tu as certains moments qui vont plus ou moins bien, ainsi de suite. Est-ce que, tu vois, au final, un RH n'a pas finalement besoin de vivre aussi pour s'améliorer en tant que RH et pour devenir... finalement plus performant. Encore une fois, c'est vraiment c'est pas juste prévu. Que ça t'a inspiré. Si, bien sûr, mais en fait, je trouve que cette phrase, elle va s'appliquer. Moi, tu sais, je me bats quand même pour un peu enlever de la charge mentale au RH. Donc, je trouve que c'est un sujet qui va s'appliquer. Enfin, cette phrase, elle va s'appliquer aux dirigeants pour moi, parce que à la fin, nous, on reste des employés. Hein. Et je suis pas sûre qu'on ait plus ce rôle-là. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec l'âge en avançant dans ma carrière. Mais en fait, mon job, c'est quand même d'aider le business à se développer. Et donc, c'est pas d'être vraiment une psy, parce que c'est pas du tout moi et c'est pas ma formation en plus. Mais donc, je vois mon rôle plutôt comme un business partner que comme une espèce de maman ou de cocon ou de safe place. Alors, je peux le faire, mais c'est moins... je trouve pas que ce soit plus mon job que celui du manager de premier niveau ou celui du dirigeant. Et après, sur les sujets, le côté d'être
comment on grandit, en tout cas avec l'expérience de vie, bien sûr. Et puis aussi, alors il y a la parentalité, c'est un sujet, mais je pense aussi tous les sujets autour de la diversité et de l'inclusion, où le fait d'évoluer aussi dans un environnement plutôt élitiste, avec des gens avec des super bagages académiques, etc., où on fait énormément de reproduction sociale. J'étais un peu dans un syndrome de Stockholm pendant très très longtemps, et il a fallu que je m'engage dans un collectif, l'initiative de Christelle Calipé, que tu connais, pour justement faire rentrer plus de diversité et d'inclusion dans nos entreprises, que je me suis rendu compte que finalement, j'avais des préconceptions qui n'avaient plus lieu d'être, et que on pouvait agir sur ces sujets tout en étant positif pour le business, en fait, on faisait pas de la charité, en fait. Ça fait 4 ans que ça existe maintenant, et on est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire, et encore plein de choses à faire. Mais récemment, justement, dans le cadre de ce groupe-là, on a rencontré la personne en charge de la diversité chez Conto, qui nous expliquait qu'ils avaient fait un employee resource group au sujet des transfuges de classe. Et j'ai trouvé ça ultra moderne, en fait, et ça m'a rassurée, en fait, que des boîtes comme ça s'engageaient là-dedans et reconnaissaient que c'était un sujet. Tu vois, on sort un peu du côté, on parle diversité, on pense souvent femmes-hommes, on pense souvent âge, handicap, et là, on parle classe. Et qui est un vrai sujet et très gênant en plus dans ces environnements-là où on n'en parle pas, mais quand on creuse un peu, finalement, on se rend compte que tout le monde ne vient pas de Saint-Germain-en-Laye et que c'est OK. Et donc ça, c'est grâce aussi, grâce à l'âge, grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire, et le fait de réussir à assumer, en fait, ça aussi, tu vois. Alors, j'en parle pas tous les 4 matins non plus, mais de temps en temps, je laisse glisser que j'ai grandi au HLM. Mon nom de famille, c'est assez évident que je suis pas franco-française, mais les gens savent pas trop, en fait, d'où je viens. Donc, de temps en temps, il faut que je le dise du style « Oui, c'était mon grand-père qui était algérien. » Donc, voilà. Alors, je n'ai pas une vie de personne racisée vraiment parce que j'ai ce qu'on appelle un white passing. Ça te parle? Oui. Ouais. Mais du coup, en vieillissant, ouais, effectivement, et puis en rencontrant plein de gens et en m'éduquant aussi sur ces sujets-là, je me sens plus à l'aise de pouvoir en parler et de faire vivre ça dans les boîtes que j'accompagne. On a vu que ton parcours, en fait, a été vraiment évolué, comme on l'a dit tout à l'heure, et que finalement, cette question, elle n'est pas si bête que ça. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de ta vie tous les jours, ton évolution dans ta vie, te sert aussi dans ta vie de DRH. Et du coup, maintenant, ma question, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, je te poserai une autre question après. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Je me suis arrêtée dans mon parcours, d'ailleurs. Je me suis arrêtée en 2011. Tu t'es arrêté juste avant OK. J'ai parlé que de mes 3 premières... J'ai fait beaucoup de boîtes, en fait. Ouais. Je ne sais pas si tu voudras qu'on en parle, mais aujourd'hui, mon quotidien... Alors, du coup, depuis quasiment 2 ans, j'ai switché. Je suis sortie du job de DRH, en tout cas en interne. Et donc, je suis devenue associée dans une entreprise qui s'appelle Blue Maze, qui fait du recrutement et du conseil sur les métiers tech et RH. Moi, je lead l'activité RH, donc tous les métiers des RH au sens large, que ce soit justement du recrutement, relations sociales, paye, etc., à l'aide d'une équipe d'une dizaine de personnes qui est basée à Barcelone. Et donc, mon rôle, c'est devenu, cette fois, d'être dirigeante, pas juste membre du comité de direction, mais d'être associée. Donc, Blue Maze m'a fait venir, j'étais leur cliente. Ils m'ont demandé de venir pour les rejoindre. Ils étaient très contents de ce qu'ils faisaient sur la tech. Ils avaient envie de se lancer sur les RH avec une personne qui pouvait être reconnue par ses pairs. Et donc, je n'ai pas repris mon job à l'issue de mon congé maternité et j'ai enchaîné tout de suite avec eux début 2023. Du coup, tu contribues à l'évolution de la fonction. Oui, à mon petit niveau, ouais. À ton niveau, tu contribues à l'évolution de la fonction et c'est ma question justement sur le sujet. Qu'est-ce que toi, comment tu aimerais que la fonction évolue aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire déjà et quel chemin tu penses qu'il faudrait que la fonction prenne? Alors, je suis hyper contente justement d'être un peu de l'autre côté parce que mon rôle, c'est pas mal d'accompagner des dirigeants, des dirigeantes qui se posent les questions de quoi j'ai besoin. Enfin, j'aimerais un DRH, une DRH, où je la remplace, je le remplace, où je crée la fonction et donc de quoi on a besoin. Et ça, c'est un rôle que j'ai souvent eu, d'être la première RH, en fait, avec plus ou moins de confort, voire
pas du tout de confort, et donc d'apprendre un peu à la dure. Et donc, si je peux aider d'autres personnes à pas vivre ça, c'est génial. Donc, c'est ça mon quotidien aujourd'hui. Et donc, de travailler vraiment à cette construction de leur personne idéale. Je déteste l'expression mouton à 5 pattes, donc c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt qui je suis moi en tant qu'entreprise, qui je suis moi en tant que dirigeant, quels vont être les facteurs clés de succès de la personne qui va travailler avec moi, comment je donne ma confiance. C'est que des sujets, en fait, où je peux te dire qu'à chaque fois qu'on nous sollicite, personne ne s'est posé ces questions, en fait. Même quand on nous sollicite sur, ça fait, j'ai rencontré 35 personnes en 5 mois, je ne sais pas, en fait, de qui j'ai besoin, forcément, puisque à force de rencontrer des gens, tu vas essayer de te forger une idée, mais tu n'y arriveras pas. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de beaucoup travailler en amont le profil type, donc de faire une scorecard en fait pour nos clients, qui va être après un objet vraiment incontournable pour les clients, les candidats du coup, les candidats qui eux, moi j'ai été ces candidats-là, donc je sais très bien ce que c'est d'être sollicité pour des jobs et on n'a rien, on a à peine une annonce, ça donne pas trop envie et on répond parce que oui, la boîte a l'air sympa sur le papier, mais en fait on n'en sait pas plus et on découvre au fur et à mesure des entretiens, est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas. Personne n'a ce temps. Les clients n'ont pas le temps, les candidats n'ont pas le temps, et c'est très mauvais d'ailleurs pour la marque employeur de faire ça. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'aider les clients à recruter la bonne personne pour eux. Et donc vraiment de leur présenter 2-3 personnes grand maximum pour trouver leur futur DRH. Est-ce qu'au final, ton travail aujourd'hui, c'est pas de faire ce qu'on pense qui est quand même primordial pour l'évolution et des sociétés et de la fonction et tout, c'est de remettre au final le RH et la DRH au centre du jeu. Parce que ce que tu dis, ça transpose une réalité qui est que s'ils n'arrivent pas ou s'ils ne se posent pas ces questions ou s'ils voient ces personnes sans se dire finalement est-ce que c'est la bonne ou pas, c'est peut-être que justement ils n'ont pas la vraie dimension réelle que le DRH ou la DRH doit avoir au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils se disent ok, il faut que je recrute une DRH, mais au final, pourquoi tu as recruté cette DRH? Et c'est un petit peu ce que le travail du jour, et c'est un petit peu, enfin, ton travail du jour, ton travail actuel, et c'est un petit peu, je trouve, la résultante de tout ce que tu as fait, qui est de pouvoir avoir cette légitimité, cette crédibilité, cette vue d'ensemble globale, ce recul, pour pouvoir expliquer aussi aux dirigeants, écoute, te pose pas la question, c'est pourquoi une DRH pour ça, et dis-moi si ça correspond, ou dis-moi justement quels sont tes points à l'intérieur de tout ça, qui vont crédibiliser son poste et qui vont faire en sorte que ça sera la pierre angulaire, quoi. Clairement, ce sera la pierre angulaire. Alors, je sais pas si ça va te rassurer, mais ça peut être... Ces questions-là, elles sont légitimes sur n'importe quel job du comité de direction, d'ailleurs. Donc, je me souviens de mon job précédent où on cherchait notre CTO... il a fallu qu'on en rencontre pas mal avant. Et pourtant, on était très structuré, mais en fait, on n'avait tellement pas la compétence tech en interne qu'on n'arrivait pas à se positionner sur ce qu'on cherchait vraiment, tu vois. Et donc, souvent, si tu remplaces quelqu'un, en plus, tu as tendance à réfléchir un peu par opposition à la personne partie. Donc, je trouve que le travail d'un prestataire comme nous, ça va vraiment être de partir d'une page blanche, en fait, et de se dire... Quels vont être les enjeux de cette personne? Quels vont être ses challenges? C'est quoi ses objectifs quand elle arrive? La plupart des RH qu'on connaît, peu importe le type de boîte, doivent construire leur poste en arrivant. Je ne sais pas pourquoi. Elles n'ont pas elles n'ont pas de feuille de route, elles doivent la construire. On arrive, on a tout qui nous tombe dessus d'un coup, on a un legacy de dingue. Et donc, nous, on essaie vraiment de structurer tout ça, de dire, en fait, ça va être quoi les premiers challenges et comment on va savoir que la personne a réussi. Tu vois, vraiment, à 6 mois, qu'est-ce qui va faire dire que tu auras validé sa période d'essai? Et ça, c'est un apport qu'on a parce que, effectivement, j'ai fait ce truc-là. J'ai réussi à garder mes jobs, donc c'est que je pense avoir pas trop mal fait mon job. Et pour autant, je suis pas sûre qu'il y ait forcément un truc qui marche avec n'importe quelle boîte. Donc, notre rôle, encore une fois, de fournisseur, c'est vraiment de poser les bonnes questions, vraiment comme un coach, pour que le client arrive à la solution par lui-même. Parce que moi, je peux te dire que les choses incontournables, notamment, c'est le côté compliance. Si le client va se dire non, mais chez nous, on a un juriste qui s'occupe de ça, tout est nickel. OK, donc du coup, c'est quoi votre challenge là, pour les 6 prochains mois? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la paye? Est-ce que c'est l'international? Et dans ce cas, ça va donner une coloration au profil qu'on va recruter. Moi, ce que je trouve d'intéressant, justement, dans ton parcours et tout ce que tu as fait et ce que tu peux proposer aujourd'hui, c'est le fait, encore une fois, de redonner sa puissance au RH, au DRH, parce que tu as dit un mot juste, tu as parlé de codir. Mais au final, les DRH sont dans le codir, mais ils le sont par défaut.
parce qu'ils n'ont pas vraiment leur place. Toi, ça a été ton cas parce que tu as réussi... Je l'ai gagné, hein. Oui, J'ai pas toujours été invité. Non, mais c'est ce que je dis, tu vois, ça a été ton cas parce que tu as réussi à héroïser ton job, à faire en sorte, en fait, que tu aies une vraie dimension, des vrais objectifs, des choses comme ça. Et au final, c'est peut-être aussi ça le problème. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant dans ton parcours et dans tout ce que tu as fait, c'est que tu as construit cette manière d'imposer ta place par rapport à ce que tu proposais comme objectif et comme réussite au final. Et là, derrière, c'est ce que tu proposes d'intégrer aux différentes entreprises. Et pour moi, c'est la base du développement d'un DRH aujourd'hui, c'est ce qui est la base elle-même du développement de l'entreprise. Parce que si tu n'as pas ça, quelque part, c'est la pièce manquante. Et souvent, on se pose la question à se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi Oui, mais parce que tu n'as pas cette pièce-là qui fonctionne et qui est censée articuler le tout, tu vois. Parce que justement, on n'a pas cette dimension qui est proposée au DRH et que tu proposes de donner et que tu as construite tout au long de ta carrière. Oui, oui, c'est vrai. Et pour autant, ça va aussi beaucoup dépendre des entreprises. Je pense justement à notre client qui, pour l'instant, se pose la question. Enfin, le DRH n'est pas encore au comité de direction. Pour des tas de raisons qui leur appartiennent, et c'est OK aussi. J'étais dans des jobs où je n'y étais pas, et faut pas non plus mettre trop de poids sur ce fameux comité de direction, parce que dans certaines entreprises, c'est avant tout un organe de reporting. Parfois, c'est un organe où on prend des décisions, mais qui n'ont pas vraiment le lien direct avec les people. Alors, du coup, le DRH va être invité de temps en temps, comme va l'être, par exemple, le directeur marketing, mais avant tout, on parle vraiment R&D et vente. Imaginons. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 10 personnes dans ce meeting-là? J'étais dans des toutes petites startups où, en fait, on avait le CODIR, c'est vraiment que les 3 fondateurs. Et donc, il n'y avait personne d'autre qui y allait. Et par contre, on avait une espèce de COMEX étendu. Voilà. Et donc, faut pas trop se focaliser non plus là-dessus. En revanche, oui, moi, là où je te rejoins, c'est le côté ROI, c'est quoi les indicateurs de performance du RH qu'on va recruter. Et idéalement d'y penser avant, parce que c'est pas très sympa de demander à la personne qui arrive de devoir construire ça en plein vol, parce que cette personne-là, elle mérite aussi d'avoir son onboarding. Donc, comment on va l'onboarder? Avec quoi? Parfois, il y a une équipe, parfois, il n'y en a pas. Donc, est-ce que son premier job, ça va déjà être structuré de son équipe? Et il y a pas mal de boîtes où on n'a juste pas le temps, en fait, d'onboarder correctement les gens. Donc, et tout ça, il faut être très, très transparent. Ça, c'est un autre truc que j'ai eu la chance d'avoir dans ma carrière et que j'essaye de développer, en tout cas, avec nos clients, c'est n'ayez pas peur d'être transparent. Quand on nous dit, voilà, moi, le prochain challenge que je vais avoir, c'est potentiellement faire partir 10% de la population, il faut le dire. Il ne faut pas que la personne, elle le découvre. Et même si c'est un projet qui arrivera que dans 6 mois, la personne qui arrive, en fait, il faut absolument qu'elle le sache. Alors, après, on décide à qui on le dit. On ne va peut-être pas le dire à tous les candidats qu'on reçoit dès le premier entretien, mais en tout cas, il y a un moment, il va falloir en parler. Je donne souvent l'exemple de mon job chez Photobox où on m'a dit, voilà, le truc qui va être dur ici, c'est que les relations sociales, ça se passe, c'est quand même très douloureux. Ça nous prend énormément de temps et c'est pas gratifiant pour le reste des salariés. C'était vrai et heureusement qu'ils me l'ont dit parce que j'y connaissais rien. Je l'avais jamais fait. Je venais de boîtes plutôt... ma boîte d'avant, c'était une start-up où tout le monde s'entendait très bien, etc. Là, subitement, c'est à la fois, il y a une boîte tech, une boîte d'e-commerce et en même temps avec des syndicats derrière qui nous ont même fait des grèves et tout. Donc, faut vivre ça aussi. Faut être capable de le vivre. Et si on ne me l'avait pas dit, je serais vraiment tombée de très haut. Et ça m'aurait pas plu. Et en fait, j'y suis allée en connaissance de cause et en ayant envie de me battre sur ces sujets et d'apprendre aussi. Donc, cette transparence-là, elle est super importante. Mais faut avoir suffisamment de recul, encore une fois, pour être capable de le faire. Si tu devais vendre le job de DRH aujourd'hui, ça serait quoi pour toi le point le plus kiffant dans le job de DRH? Le truc qui vraiment te fait dire ouais, c'est pour ça que je me lève le matin, quoi. Clairement, c'est pour ça. C'est l'impact. C'est clairement l'impact sur tout, en fait. C'était aussi bien sur le business, si on a cette fibre-là, aussi bien sur les gens. Je trouve que tout ce qu'on fait n'est pas dans une boîte noire. Et malheureusement, on bosse comme ça, mais en réalité, ça se voit, ce qu'on fait. Et je pense que, tu vois, il y a peu de jobs, en fait, qui arrivent à faire aussi bien de l'externe que de l'interne. Donc, c'est ça qui est kiffant. On va arriver à la fin, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on discute ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais c'est cool, Oui, c'est hyper intéressant. Tu nous as un peu tout raconté, tout ton parcours, ce qu'il en est, ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça vraiment cool parce que ça montre aussi toute la dimension qui est nécessaire pour la formation, in fine, d'un RH ou d'un DRH, qui, comme tu le dis, et c'est peut-être ça aussi qui ressort, tu vois, sur le côté kiff et ce qui pour toi est important,
qui arrive à la fin sur un impact dans la structure. Mais pour arriver à cet impact dans cette structure, il faut avoir cette malléabilité, cette agilité tout au fil du parcours, aussi cette volonté de jamais vouloir rester un petit peu dans des sentiers battus. Je pense que c'est ça que ton parcours montre, pour pouvoir se former et réussir à encaisser le maximum d'expérience de partout. Ça, je pense que c'est un peu pareil dans tous les jobs, mais potentiellement encore plus dans un job de RH et de DRH qui te permet après d'appréhender différemment la dimension. Donc ça, c'est trop cool. Mais je vais te poser une dernière question. Le future of work du DRH, c'est quoi pour toi ? J'ai un doc ouvert sur mon ordinateur. C'est quoi le DRH en 2050 ? C'est Yannick qui va demander ça. C'est ça. Le future of work. Un teaser. Le future of work du DRH. Et en fait, justement, c'est ouvert et j'ai pas trop réfléchi. Mais c'est pas grave, t'as pas 2 heures, t'as 2 minutes. Ouais, c'est clair. Moi, je crois que c'est vraiment d'arriver à nouer des relations, aussi bien en interne qu'en externe, je l'ai dit juste avant, mais je pense que c'est un job qui peut vite tomber dans l'administratif, dans le job de l'ombre, et je pense qu'on a beaucoup à gagner à se mettre en avant, à parler business. Du coup, ça vaut pour tous les RH, en fait, pas juste les DRH, mais je pense beaucoup au job de business partner, qui est c'est un terme qui est très, très vite galvaudé, parce qu'en fait, quand tu regardes, les gens ne font pas du business partnering. Business partnering, ça veut dire aller dans les meetings avec nos dirigeants, avec nos comités de direction, avec les équipes tech, par exemple. Qui le fait vraiment, tu vois, et du coup, quand on est impliqué dans le business, on sait ensuite comment on peut les aider d'un point de vue RH. Et c'est ça, en fait, qui est important et qu'on mériterait de faire plus. Je ne sais pas si c'est vraiment du future of work, ça peut être du present of work en réalité. Mais... En fait, moi, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, parce que pour moi, c'est du present of work, mais qui est très peu utilisé. Ouais. Pour moi, c'est la base, c'est le SWP qui est à la base de ça. Clairement, c'est le fait de se dire, OK, quel est notre horizon et comment on fait pour y aller ensemble, quoi, tu vois. Mais pour connaître cet horizon, comme tu dis, il faut être un vrai business partner et pas simplement un opérationnel, un exécutant, sinon ça ne marche pas. Parce que cette vision, elle se construit aussi avec les personnes qui connaissent en fait ce problématique, et donc du coup avec les DRH, avec les RH ou les DRH. Donc je suis complètement en phase avec toi, clairement c'est ça. Et pour moi, le fait de faire ça, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça remet encore une fois l'humain au centre de la problématique. Parce que si le DRH est ton vrai business partner, c'est-à-dire que le chef d'entreprise a compris que l'intérêt du business passer par les ressources humaines. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Bien sûr. Mais pour ça, il faut réussir à se structurer pour aller dans ces réunions-là. Tu vois, on parlait du codir. Moi, finalement, c'est pas tellement ça qui est intéressant. Je trouve que c'est vraiment d'aller voir ce que les gens font sur le terrain, sur ce qui nous rapporte de l'argent en tant qu'entreprise, et que nous, en tant que RH, on y soit là aussi. Et que à la fois, ça nous aide à savoir dans quelle direction on doit aller d'un point de vue roadmap RH. Est-ce que ma priorité, c'est vraiment faire des parcours de carrière, ou est-ce que ma priorité, c'est de structurer mon process de recrutement, parce que je vois bien que mes équipes, elles n'arrivent juste pas à recruter pour ce nouveau produit ou ce nouveau service. Voilà, c'est vraiment à la fois de comprendre les problématiques terrain pour pouvoir donner des solutions RH, aussi porter la parole RH pour dire tiens, là je vois que tu es en train de galérer sur tel truc, il se trouve que nous on a construit quelque chose, est-ce que ça pourrait être intéressant? Je pense à tout ce qui se fait en formation par exemple, que personne ne sait vraiment, et on a besoin vraiment de marketer beaucoup nos actions. Il y a un boss il y a très longtemps qui m'a reproché de le faire, et évidemment je travaille plus avec lui, quoi, tu peux t'en douter, mais moi j'ai vraiment retenu que c'était ce qui marchait avec les employés, en fait, c'est qu'ils avaient besoin de savoir ce qu'on fait, parce que quelque chose qu'on m'a dit il y a très très longtemps, c'était l'équipe RH elle est sympa mais on sait pas ce qu'elle fait, et j'ai trouvé ça terrifiant, parce que je savais, c'était une boîte que je venais de rejoindre, c'était Photobox d'ailleurs, et je m'étais dit mais comment c'est possible, moi en entretien on m'a raconté plein de trucs, il se passe plein de choses, il y a des projets géniaux qui sortent et tout, tu peux pas dire ça. Et en fait, oui, parce qu'il n'y avait jamais de lien avec cette personne. Ce mec manageait 10 personnes. C'est une énorme équipe dans la boîte. Et en fait, il parlait jamais au RH. Et donc, d'arriver pour répondre à la question, c'est vraiment d'arriver à nouer ces relations. Et ces relations, elles se nouent en étant dans les réunions stratégiques pour nos clients internes, pour le business. Je valide ton futur of work, ça me va très bien. Ça pourrait être du présent, vraiment. Ça l'est, pour certains, mais ça doit se développer. Ouais. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. C'était trop cool, ça a été? Ouais, très bien. Bon, trop cool. Moi, j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. Merci. On a bien échangé ensemble.
J'espère que ça vous aura plu à toutes les auditeurs et auditrices qui nous auront suivis jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider ? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.